Oh ouais. Kuzco, c'est un film Disney complètement à part. Un ovni. Un long métrage qui ne ressemble à rien de ce que le studio avait sorti avant. Ni après d'ailleurs. Un film où le héros commence en étant un lama. Un lama? Il devrait être mort! Ouais, c'est dingue. Un film qui brise le 4e mur toutes les 2 minutes. Un film avec un humour absurde, méta, décalé, presque cartoonesque. Et pourtant un film avec un sens profond et un personnage qui évolue au fil des aventures. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Kuzco aurait dû être un film totalement différent. Donc c'est moi! Un drame musical sombre, inspiré de vieilles légendes Aka et rempli de chansons, qui a bien failli mettre à mal un studio tout entier. Vous commencez à être habitué à ce que je dise ça, non? Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la création la plus chaotique et la plus miraculeuse de l'histoire de Disney. Voici l'histoire folle de Kuzco, l'empereur mégalo. Générique. Pour comprendre comment est né ce film complètement déjanté, il faut remonter au milieu des années 90. Disney est au sommet de son 2e âge d'or. Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, et le studio cherche sa prochaine grande épopée. Et vu comment Le Petit Lion a rapporté gros, les civilisations exotiques ont l'air de bien fonctionner. Le réalisateur Roger Allers se voit proposer 3 thèmes pour la réalisation du prochain long métrage. La culture aztèque, Aka ou Maya. Allers se dirige vers les Aka qui, visuellement, l'intriguent plus et décide de créer un film basé sur l'œuvre Le Prisonnier de Zenda de Anthony Hope. Il se lance alors dans un projet ambitieux, presque majestueux, Kingdom of the Sun. Grâce au succès du Roi Lion, Michael Eisner lui laisse carte blanche totale pour la réalisation du film. En 1996, les équipes vont d'ailleurs se rendre au Pérou pour visiter le Machu Picchu et étudier les artefacts de la civilisation Inca. Ça ne s'appelait pas encore Kuzco, et ce n'était pas du tout une comédie. C'était une sorte de prince et de pauvre version Empire Inca. Un empereur arrogant et un paysan qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau et changent leur place. L'un découvre la vie du peuple, l'autre se retrouve manipulé par une sorcière, qui d'ailleurs s'appelait déjà Yzma. Sauf qu'évidemment, la méchante bonne femme veut invoquer Supé, le démon de la mort, pour supprimer le soleil et rester jeune éternellement. En gros, le soleil lui donne des rides et enfin bref. Ah, et d'ailleurs, on retrouve déjà l'idée de la sorcière qui transforme le prince en lama. Mais ici, c'était bien moins drôle que dans la version qu'on connaît. Le ton est sérieux, mythologique, avec de véritables enjeux et épopées à la Disney. Et surtout, le film devait être un immense musical, avec des chansons composées par Sting. Oui, le Sting de Police. Disney avait même prévu un documentaire entier sur sa participation. Après le succès de la BO du Roi Lion avec Elton John, c'est Allers qui va contacter le chanteur lui-même pour lui proposer la collaboration. Premier hic, la sortie des longs métrages Pocahontas et Le Bossu de Notre-Dame. Les 2 films n'ont pas du tout répondu aux attentes de Disney, et là, les personnes à la tête commencent à se dire que ça sent peut-être un peu mauvais. Du coup, on appelle Mark Dindal, qui venait de terminer Danny le chat superstar chez Warner Bros. Film que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout. Dites-moi si ce film vous est inconnu ou si c'est juste moi qui suis complètement passé à côté. Dindal devient co-directeur et son rôle est d'ajouter une infime touche de légèreté au film. Bref, ça partait pour être un colossal film dramatique, sauf qu'il y a un petit problème. Ça ne fonctionnait pas. Mais alors, pas du tout. À 2 ans de la sortie prévue, il n'y avait pas de film. Pour rappel, le film est censé sortir en 2000. Des contrats avec Coca-Cola et McDonald's ont d'ailleurs été négociés, donc il y a une sacrée pression derrière. Si on ne respecte pas les timings, ça risque de coûter assez cher. Les intrigues ne s'abriquaient pas, le ton oscillait entre sérieux et comédie, les personnages n'étaient pas attachants, les chansons ne collaient pas à l'histoire, les projections test étaient un carnage et pendant ce temps, le budget explosait. Les dirigeants de Disney commencent à vraiment s'inquiéter. Kingdom of the Sun devient un gouffre. Allers et Dindal n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur la direction du film. Chose jamais vue, on va alors créer 2 équipes. Une supervisée par Allers et l'autre dirigée par Dindal. Chacune développe son intrigue et que le meilleur gagne. Dindal propose une version bien plus tournée vers la comédie qui plaît aux exécutifs du studio. Allers accepte ce changement de direction artistique, mais décide par la même occasion de quitter le projet. Et puis arrive le moment qui a tout fait basculer.
Une réunion interne restée célèbre où les exécutifs disent clairement « Si on continue comme ça, on court vers un désastre ». Le film n'en est qu'à 25% de l'animation et il a déjà coûté entre 25 et 30 millions de dollars. Michael Eisner est furieux. Il lance un ultimatum à l'équipe. 2 semaines pour sauver le projet, sinon on annule tout. À 2 ans de la sortie, un choc pour l'équipe. Les animateurs sont démoralisés. La moitié des idées, des décors, des chansons passent à la poubelle. La production est interrompue pendant 6 mois pour la réécriture de l'histoire. Il y a seulement 2 survivants, Yzma la sorcière et Manco le prince. Tout doit être réécrit autour d'eux. C'est alors que Mark Dindal prend les rênes et décide de faire quelque chose que personne n'attendait. Il transforme le film en comédie pure. Une comédie déjantée, sans logique, sans code Disney. Un cartoon assumé. Et il donne au film un nouveau nom. The Emperor's New Groove. En français, Kuzco, l'empereur mégalo. Il transforme le film en buddy movie pur, un road trip fun, sans prise de tête. D'ailleurs, fun fact assez drôle, le nom du personnage Manco a été changé bien plus tard par Kuzco parce que l'animateur a découvert que le mot était utilisé dans l'argot japonais pour désigner les parties intimes d'une femme. Ils ont sans doute bien fait de changer ça. Dindal veut quelque chose d'inédit pour Disney. Un film qui ne cherche pas à faire pleurer le public, mais à le surprendre. Il donne alors de nouvelles directives. Pas de romance, pas de chansons tragiques, pas de ton sérieux, pas d'épopée, pas de destin héroïque, pas de message lourd, pas d'esthétique réaliste façon Le Roi Lion, juste du fun. Résultat, le film devient une succession de scènes absurdes. Kuzco parle à la caméra, les personnages commentent l'intrigue en temps réel, les règles de l'univers changent selon les gags. Et contre toute attente, les animateurs reprennent goût au projet. Ils adorent enfin ce qu'ils font. Sauf une personne, Sting. Parce que toutes ces chansons, absolument toutes, ont été supprimées du film. Disney lui demande juste de composer la chanson d'ouverture et le générique de fin. On peut comprendre que la nouvelle était difficile à avaler pour Sting. Ça faisait quand même plusieurs années qu'il travaillait là-dessus, quoi. D'ailleurs, Disney lui demande de chanter la chanson d'ouverture, Perfect World, mais le chanteur refuse en prétextant que ce n'était plus son style de musique et qu'il devait faire appel à un chanteur bien plus jeune et en vogue que lui. C'est finalement Tom Jones qui va être choisi, alors qu'il a 11 ans de plus que Sting. On approche alors de la fin de la production, et la scène finale est envisagée. Kuzco renonce à raser la maison de Pacha pour construire son parc d'attractions qu'il va établir sur une autre colline en détruisant par la même occasion une partie de la forêt tropicale. Sauf que Sting, oui, encore lui, il est horrifié par l'idée. Décidément, la collaboration était vraiment compliquée entre eux. Il décide d'écrire une lettre à Disney en menaçant de quitter le projet si cette fin est maintenue. Et comment lui donner tort ? Forcé de constater que Disney piétinait un petit peu ses idéaux d'artistes engagés pour le coup. Heureusement, ils vont changer la fin du film pour celle que l'on connaît. Lorsque le film a subi une refonte complète, il est décidé de bien plus développer les quelques personnages principaux, sans en mettre trop, plutôt que de se concentrer sur des effets spéciaux et une animation très élaborée. C'est un peu le contraire de ce qui s'est passé dans ma dernière vidéo sur La Belle au Bois dormant d'ailleurs. Ils vont donc réduire largement le nombre de protagonistes pour mieux les mettre en avant. Disney voulait à l'origine un empereur tragique. Dindal le transforme en adolescent insupportable. Narcissique, odieux, mais paradoxalement hilarant. Il est animé par Nick Ranieri et Mark Pudliner, qui lui s'occupent plus de l'animation en version humaine. Ranieri était d'ailleurs plutôt réticent au départ, jusqu'à ce qu'il comprenne que l'évolution du personnage au fil du film pouvait être vraiment intéressante et qu'il pouvait montrer plusieurs facettes de l'empereur au fil des scènes. Comme pour Le Roi Lion, ils vont d'ailleurs visiter des zoos et faire venir des lamas dans les studios pour les étudier et les reproduire au mieux. Kuzco est probablement le héros le plus antipathique des studios, et pourtant, on l'adore. Le seul personnage qui n'a presque pas changé entre les deux versions, mis à part qu'il a été vieilli pour le différencier de Kuzco. C'est la gentillesse incarnée. Il représente le cœur que Kuzco n'a pas encore. Il est développé par l'animateur Bruce W. Smith, qui dit du personnage qu'il a des traits beaucoup plus réalistes que Kuzco pour que le contraste soit bien plus prononcé à l'écran. Le fait que l'homme soit très grand et assez fort sera d'ailleurs un défi pour les animateurs qui doivent faire attention à ce que ses gestes soient crédibles. Alors elle, c'est un miracle d'animation.
Dans Kingdom of the Sun, c'était une sorcière sinistre, presque démoniaque. Dans Kuzco, elle devient une caricature absolument géniale, une méchante fragile, exagérée, grotesque, mais mémorable. Elle était initialement supervisée par Andreas Deja, que l'on connaît pour Scar et ses performances sur les personnages sombres. Sauf que lorsque le personnage est réécrit pour devenir plus comique, il décide de quitter lui aussi le projet. La supervision est donc redonnée à Dale Barr, qui va adoucir son character design. En VO, elle est magnifiquement doublée par Urfa Kitt, qui va offrir une performance de haute voltige aux équipes de doublage. You really should have thought of that before you became peasants. Anecdote, Yzma devait elle aussi interpréter la chanson d'ouverture Perfect World lorsqu'elle usurpait le trône de Kuzco. Un symbole qu'au-delà de sa vie, elle lui enlevait aussi son thème musical. Sauf que les équipes ont décidé de couper cette scène du film final, jugeant qu'elle ralentissait le rythme du film. Dommage. Le personnage préféré de beaucoup de fans. À l'origine, ce n'était même pas un personnage important, il servait juste de garde du corps. Mais Urfa Kitt et Patrick Warburton avaient une alchimie tellement incroyable en studio que Kronk est devenu l'un des piliers comiques du film. Développé par l'animateur Tony Bancroft, il n'était même pas présent dans l'histoire originale et a été écrit par après. On comprend très vite que Kronk n'a rien de mauvais et qu'il est en permanence tiraillé entre le devoir d'obéir à la sorcière et sa propre morale. Il sera d'ailleurs à l'origine de la suite direct-to-vidéo du film Kronk's New Groove ou en français Kuzco 2 King Kronk. C'est un peu compliqué à dire. King Kong. En bref, l'animation des personnages est très importante dans Kuzco. D'ailleurs, des images en prise de vue réelle étaient réalisées pour aider les animateurs à copier les mouvements et les reproduire le plus fidèlement possible par dessin. Comme quoi, les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours. L'avant-première se fait au El Capitan Theater le 10 décembre 2000. Et c'est compliqué. Bien que le film rembourse son budget initial, il est considéré comme un échec au box-office. Il rapporte bien moins que n'importe quel long métrage des années 90. Il est également en concurrence avec le film Les 102 Dalmatias, sorti quelques semaines plus tôt. À côté, DreamWorks cartonne avec Shrek. Disney sort Dinosaur, qui attire toute l'attention grâce à son animation révolutionnaire et ses plans impressionnants. Kuzco arrive derrière discrètement. Vraiment trop discrètement. Il n'y a pas vraiment de campagne publicitaire de grande envergure pour soutenir le film. On est bien loin du projet de grande envergure initial. Le film fait sourire, mais ne marque pas encore. Et puis arrive le bouche à oreille. Les enfants adorent, les adultes aussi. Les rediffusions TV et les DVD explosent. Kuzco devient culte. Un film mort en production, devenu l'une des comédies les plus aimées du studio. Au fil des années, le public apprend à apprécier le film. Pas pour ses visuels révolutionnaires, non, mais comme un divertissement au sens simple. Pas de fioritures, juste un florilège de gags et des personnages attachants. Là où les anciennes productions se voulaient être une galerie d'art, Kuzco est considéré comme un parc d'attractions à côté. Un bon moment où on ne se prend pas la tête. On profite juste. Encore une petite anecdote amusante. Pendant le développement de Kingdom of the Sun, Jeffrey Katzenberg quitte les studios Disney pour fonder DreamWorks Animation, où il va développer La Route d'Eldorado. Vous voyez où je veux en venir? D'après certains, il y aurait énormément de ressemblances entre les deux films, et il paraîtrait qu'ils se sont dépêchés de réaliser le long métrage pour le sortir avant celui des studios Disney, pour éviter les controverses. Je vous les juge. Perso, ça m'a jamais choqué. Kuzco n'est pas un film sur un empereur transformé en lama. C'est un film sur quelqu'un qui, pour la première fois, découvre qu'il n'est pas au centre de l'univers et qui ouvre son cœur aux autres. C'est un film qui fonctionne malgré une production absolument chaotique. Pourquoi ? Parce qu'il assume totalement ce qu'il est. Une comédie libre qui est là pour divertir. Ça marche aussi parce que l'humour est intemporel. Il sait viser juste. Les petits, les grands, chacun s'y retrouve. Et pourtant derrière ça, il y a un réel développement, une réelle quête, deux personnages qui apprennent à se connaître et à s'apprécier dans leurs différences. Et tout ça, sans temps mort. Kuzco, l'empereur mégalo, n'aurait pas dû voir le jour. Il aurait dû être enterré avec Kingdom of the Sun. Oublié, abandonné, perdu. Et pourtant, c'est devenu l'un des films les plus originaux, les plus libres et les plus drôles de toute l'histoire de Disney. Un accident, devenu chef-d'œuvre comique. Oh, la puissance. Oh, on la sent bien. Encore une fois, un
tout grand merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je suis vraiment heureux qu'elle vous ait plu et j'espère que celle-ci vous plaira tout autant. Je voulais qu'elle soit plus légère et courte que la précédente, mais je crois que je peux définitivement oublier ça. C'est pas mon fort. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Kuzco, j'adore lire vos commentaires et vos impressions sur le film. C'est toujours super intéressant. Dites-moi aussi quel autre long métrage vous aimeriez que l'on traite. Pour la prochaine, je peux d'ailleurs déjà vous dire qu'on va parler d'un film très apprécié et qui m'a déjà été demandé plusieurs fois. Et je pense que le mois de décembre est parfait pour s'y intéresser. En attendant les amis, n'oubliez pas d'aimer et partager si vous avez apprécié la vidéo, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous très bientôt et n'oubliez jamais que derrière chaque succès se trouvent des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. Bye. Mon non. Coucher. Oumé. Couche. Les gens d'un cas qui...